ce webinaire est structuré en 3 parties. On a un temps d'introduction pour vous présenter l'intention de ce webinaire et puis le chantier de travail à plus long terme dans lequel il s'inscrit. Ensuite, nous pourrons écouter notre intervenante Sophie Vanish, que je remercie d'être là avec nous aujourd'hui et que je vais vous présenter plus en détail dans quelques minutes. Donc, Sophie interviendra pendant 25 minutes à une demi-heure maximum pour nous laisser un temps d'échange tous ensemble d'environ 1 heure pour partager vos questions, vos points de vue, vos expériences et débattre de ce qu'elle aura partagé avec nous. Vous dire également, puisqu'on est sur le cadrage du webinaire, que durant l'intervention de Sophie, vous pourrez commencer à poser des questions dans le chat. Mais que Pierre-Yves Guéneuf ensuite se chargera de synthétiser et puis de les retransmettre à l'oral à Sophie. Mais vous pouvez également, c'est vraiment à votre convenance, lever la main pendant ce temps de discussion et prendre la parole directement. Voilà pour l'instant. Et Pierre-Yves, je te propose du coup de prendre la suite pour cadrer l'intention de ce webinaire. Merci Julie, bonjour à tous. Oui, juste pour vous dire que ce webinaire se situe dans un cycle qu'on appelle un chantier, donc on a baptisé Conflits des projets, qui vise à répondre à plusieurs de nos questionnements, notamment est-ce qu'on observe actuellement une radicalisation des positions des participants dans les scènes de concertation, de participation citoyenne autour des projets des politiques publiques, et si on est effectivement dans un contexte de conflictualité croissante, à quoi est-ce que c'est dû? Et donc, comment mieux comprendre ces conflits, comment éventuellement gérer une de ces manifestations qui pose problème, qui est la violence, notamment lorsqu'elle s'adresse à des personnes. Donc, c'est un cycle de réunions. On a aussi engagé un travail d'exploration de la biblio sur ces sujets, avec l'aide de Roméo Bondon, qui est en thèse, qui est actuellement parmi les participants à ce webinaire, qui va nous aider à trier un petit peu les choses, et puis une série de 3 webinaires pour mieux comprendre la question de la conflictualité. Donc, le premier aujourd'hui, et les suivants, le 3 mai avec Patrice Mellet, et puis le 8 juin avec Philippe Subra. On vous en parlera un petit peu plus tout à l'heure, mais vous avez plus d'informations sur le site de l'Institut. Et puis ensuite, on envisage d'engager des ateliers de retour d'expérience, là, avec des porteurs de projets, des animateurs, des participants de processus de concertation pour faire un petit peu le lien avec la pratique sur le terrain et déboucher à la fin de tout ça sur des recommandations, des ressources aussi qu'on mettra à disposition de tous pour essayer de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe autour de ces conflits. Donc voilà en gros le chantier qu'on engage. 2 mots sur les inscrits à ce. Je vais essayer de passer la diapo suivante. Voilà, ah zut, on y est. Les personnes qui se sont inscrites à cette série de 3 webinaires, vous avez ici un petit aperçu de leur statut professionnel. Donc vous avez, vous voyez, une proportion importante de personnes qui travaillent dans des collectivités territoriales, également des consultants, et puis après des profils un petit peu plus divers. Et nous avions posé à vous-même, qui vous êtes inscrits, une question: comment vous vivez finalement ces situations de conflit dans les dispositifs de concertation? Vous voyez qu'il y a à peu près un tiers d'entre vous qui disent qu'ils n'ont pas vécu de situations comme celle-là. Et puis, dans les 2 tiers restants, une petite moitié en vert là, qui dit que voilà, elle gère les situations, et une grosse moitié, voire même une petite fraction, qui vit ces situations de façon difficile, ou même de façon très difficile pour certains d'entre eux. Voilà. Donc ça, c'est un petit
aperçu, on y reviendra éventuellement, mais je tiens quand même à dire que le vécu des situations de violence dans les conflits, ce n'est pas l'objet de ce séminaire d'aujourd'hui, hein, ni des suivants d'ailleurs, et on va y revenir ultérieurement. Là, l'objectif de cette série de webinaires, c'est de mieux comprendre les situations de conflit, leurs déterminants, leurs intérêts, en quoi ça pose aussi problème, mais aussi leurs intérêts dans les périodes de transformation. Voilà. Et pour ça, nous allons laisser parler Sophie Vanish. Julie, peut-être je te redonne la parole, tu nous dises 2 mots sur notre intervenante. Oui, avec grand plaisir. Alors, Sophie, merci beaucoup d'être là aujourd'hui avec nous. Donc, Sophie Vanish, elle vit et elle travaille actuellement à Grenoble en lien avec 2 laboratoires de recherche, le laboratoire PACT, qui est un laboratoire de sciences sociales, et le laboratoire interdisciplinaire STIP, qui travaille globalement sur les transitions soutenables. C'est pas évident de présenter Sophie Vanish en quelques mots, parce que autant sa démarche de recherche que ses engagements citoyens débordent largement et gaiement les frontières académiques classiques. Sophie est historienne et politiste. Elle est historienne de la période révolutionnaire, mais elle arpente les terrains du passé comme une anthropologue. Elle aspire à faire de l'histoire un savoir politique, un savoir disponible, un savoir sensible qui permet de questionner la place que nous occupons dans le monde. Sophie s'intéresse aux émotions et aux imaginaires politiques et elle propose de regarder les mouvements sociaux actuels avec une profondeur de champ historique en circulant entre notre histoire passée et contemporaine. Elle a notamment livré des éclairages originaux sur les mouvements comme Nuit debout ou les Gilets jaunes. Et donc, comme vous l'a dit Pierre-Yves, nous proposons 3 webinaires ce printemps avec l'appui de chercheurs sur cette question de la conflictualité dans les projets et les espaces de concertation. Et pour ce premier webinaire avec Sophie Vanish, nous avions envie de nous laisser bousculer, peut-être de faire un pas de côté, de lever le nez du guidon, d'aborder les problématiques qui nous questionnent d'une façon inédite, un peu originale, en circulant entre la période actuelle et le moment révolutionnaire. Donc Sophie, maintenant nous comptons sur toi pour nous donner des prises à nos réflexions collectives et notamment peut-être commencer par nous aider à cerner qu'est-ce qu'il y a derrière le terme de conflit, comment qualifier les conflits, quelles différentes formes ils peuvent prendre. Donc je te cède la parole. Alors, merci beaucoup. Donc, je vais essayer de respecter le temps. Il est 14h45, donc ça mène à 3h15 à peu près. D'abord, un grand merci à vous tous et à toi en particulier, Julie, de m'avoir conviée. C'est un grand plaisir de parler dans une autre arène et avec des personnes qui sont sur le terrain de mes objets de travail dont j'espère qu'ils peuvent être utiles en dehors des champs académiques, justement. Alors, comment qualifier le conflit? Quelles sont ses formes? Je dirais que évidemment, on est dans une question qui est extrêmement vaste et que le conflit, ça peut aller d'un désaccord débattu, d'une dispute un peu vive, à une contravention aux règles sociales, qui elle-même peut être d'un petit délit, voire de l'insulte, mais ça peut aller jusqu'au meurtre. Ça peut être bien sûr une opposition entre groupes sociaux, entre groupes politiques, ça peut être au sein de chacun des groupes, ça peut être entre pays, ça peut être une tension diplomatique, ça peut être une guerre. Et vous vous rendez compte que la litanie des variations de ce que peut être un conflit pourrait être infinie. Ça peut être un conflit verbal réglé, un conflit armé, un conflit sans règles, etc. Ce que je voudrais aborder, qui me paraît important, c'est la manière dont les gens qui engagent une situation qui peut devenir conflictuelle ou qui donne forme au conflit réfléchissent
à l'issue que peut avoir ce conflit en amont même du moment où il surgit. Car alors, on ne va pas mener le conflit de la même manière. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire qu'il faut savoir qu'est-ce qui est visé quand le conflit s'ouvre. Est-ce que le conflit vise la destruction, la réconciliation, l'élaboration de solutions communes à un problème posé en commun? Et à ce moment-là, personne ne reste campé sur ses positions, ce qui n'est pas le cas dans les exemples précédents. Et puis, on est dans ces cas-là sur le modèle scientifique du travail de la contradiction, ou disons le travail des lumières. Et il s'agit bien, dans ces cas-là, effectivement, de savoir construire depuis le conflit. Alors, si on reprend ces différents éléments, eh bien, je crois qu'il faut s'arrêter sur ce qui se passe quand quelqu'un cherche à anéantir l'ennemi, non pas sur le mode de la destruction pure et simple, mais sur le mode de l'humiliation ou de la soumission, voire de la mort réelle ponctuelle, qui peut être une mort donc des corps ou une mort symbolique quand il s'agit d'adversaires politiques au sein d'une même arène. Et à ce moment-là, on pourrait parler d'une sorte de guerre de riposte, et on est dans un rapport où soit on considère qu'il y a de l'irréconciliable, et à ce moment-là, il y a une certaine attitude à adopter, soit on considère qu'il y a du réconciliable, et dans ces cas-là, eh bien, on cherche à obtenir ce que Raymond Verdier, dans un grand livre sur la question de la vengeance, avait appelé donc la vengeance publique, qui se pose en fait en situation où il ne s'agit pas tellement de mettre en valeur la question de la psychologie vindicative, mais de reconnaître la position de groupe vindicatoire. C'est-à-dire qu'il y a un groupe qui a été offensé par un autre groupe, que ce soit à travers un seul individu ou à travers une multitude d'individus. Alors, il est utile pour pouvoir comprendre que cette question vindicatoire, elle peut être réciproque, c'est-à-dire que les deux groupes prétendent avoir subi une dette d'honneur et de sang. Et la dette d'honneur, c'est quand on a été humilié ou qu'on a été soumis, et la dette de sang, c'est bien sûr quand il y a eu mort d'homme. Si on prend les événements très récents de Sainte-Soline, on ne sait pas encore si la personne qui est entre la vie et la mort va mourir, mais on est dans une situation quand même assez extrême. Et des deux côtés, du côté de l'État comme du côté des militants, il y a l'affirmation qu'il y a une dette d'honneur et de sang. Dette d'honneur du côté des militants, puisqu'ils ne sont pas entendus alors qu'ils ont des arguments très puissants en termes scientifiques, et du côté de l'État, qui considère que ce n'est pas acceptable qu'on utilise des cocktails Molotov qui puissent du coup blesser également les forces de l'ordre. Et donc, il va falloir trouver une modalité, si on souhaite refaire société, c'est-à-dire ne pas attiser une situation de guerre civile, retrouver une situation qui permette un face-à-face, qui soit un face-à-face réciproque, réel, entre l'État et le groupe militant. Si l'État décide de dissoudre le groupe militant, ça veut dire qu'il cherche à l'anéantir et qu'il considère qu'il est capable d'assumer, d'ouvrir une poche de guerre civile. Si au contraire, il renonce à cette prise de position, alors il considère qu'il faut refabriquer un face-à-face possible entre les adversaires, voire entre les ennemis, et élaborer cette question, qui est la question donc du partage de l'eau. C'est un point extrêmement important parce que justement, le président cherche à faire passer cette question de l'eau. Il est d'ailleurs présent pas très loin de chez nous en ce moment. Faire passer cette question de l'eau au premier plan pour faire oublier la question des retraites. Et donc, vous voyez bien que cette question vindicatoire, elle peut être extrêmement intriquée et que dans ces cas-là, les conflits sociaux ne sont pas simplement des conflits qui, je dirais, ont un début, un milieu et une fin. C'est des conflits qui ne cessent de rebondir. Et ils ne cessent de rebondir un peu comme si, justement, on n'avait pas réfléchi à ce qu'on souhaitait. Est-ce qu'on souhaite détruire l'ennemi? Est-ce qu'on souhaite ouvrir un débat? Qu'est-ce qui permet d'ouvrir un débat?
quels sont les moyens pour l'ouvrir, et donc qu'est-ce que ça veut dire de construire ces groupes vindicatoires. La vengeance, qui n'est pas donc la vendetta, puisqu'il s'agit d'une vengeance publique, pour Raymond Verdier, c'est un objet qui est un objet de justice. Et contrairement à la justice pénale, qui considère qu'il faut enlever un individu qui ne se comporte pas correctement de l'ensemble du groupe pour protéger le groupe et éventuellement punir cet individu, l'éduquer et le réintégrer au groupe, la justice vindicatoire, elle vise à restaurer donc l'honneur et le sang. Il se trouve qu'aujourd'hui, on considère trop souvent que l'honneur et le sang ne se réparent qu'en faisant surenchérir la dette qui s'enclenche avec l'adversaire. Dans l'histoire de la vengeance publique, on est au contraire dans la recherche d'équivalents, car la vengeance publique n'a pas pour objectif de détruire l'autre, mais de reconstruire un groupe uni, un peu comme la justice pénale, où il s'agit bien d'extraire un individu puis de le réintégrer, en tout cas dans la justice pénale moderne. Eh bien, dans la question des groupes vindicatoires, c'est un peu pareil. On considère qu'une société a été divisée en deux et qu'il va falloir à un moment donné que cette société, pour être viable, elle soit à nouveau unifiée. Et pour l'unifier, par exemple, dans des groupes qui sont décrits par Raymond Verdier, on va choisir d'envoyer une jeune femme épouser quelqu'un du groupe adverse. Ils vont élever ensemble un enfant qui reviendra dans le groupe initial et qui sera porteur de la mixité sociale des deux groupes qui étaient en situation vindicatoire. C'est un exemple qui montre qu'un cycle de la vengeance n'est pas un cycle qui est supposé constamment monter en puissance, mais produire des rituels qui sont des rituels d'apaisement et qui vont permettre de désescalader cette question du conflit en ayant trouvé des équivalents qui permettent de rétablir une situation de réciprocité. Donc le conflit, c'est la dissymétrie des opinions, des rapports, de respect, de dignité, d'égalité, de toutes sortes de choses. La seule modalité qui est irréparable, c'est vraiment une guerre où il n'y a plus aucune règle et où on ne peut pas considérer que la dette sera rachetable. Donc, à ce moment-là, eh bien, on est dans quelque chose où le conflit ne peut pas se résoudre autrement que par la guerre, avec une partie victorieuse et une partie défaite, et que c'est sur cette défaite que se construit un nouveau serment. Alors, ça me paraît extrêmement important parce que la question du conflit comme chose ingérable, c'est en fait une pensée souvent trop faible du conflit, faible au sens où il n'est pas valorisé comme signifiant important de quelque chose qui dysfonctionne dans l'unité du groupe et qui n'est souvent pas pris en charge, ou qui est pris en charge d'une manière guerrière plutôt que d'une manière vindicatoire. Et donc, cette manière vindicatoire, elle se préoccupe, contrairement à la justice pénale, des groupes qui ont été qui ont subi cette dette d'honneur et de sang, alors que la justice pénale, elle s'occupe de ceux qui ont offensé. Et donc, on a là une autre manière de penser le rapport à la justice, de penser une certaine manière de résister à l'oppression. Et donc, il va falloir effectivement prendre en charge les différentes manières de rétablir de la régulation de la violence qui s'exprime toujours dans le conflit, mais une violence qui peut être une violence soit émotionnelle, soit argumentative, soit les deux, et qui permet à un moment donné de penser la réunion du groupe. Et donc, la pire chose qui puisse arriver, c'est d'éviter le conflit. Le conflit, c'est quelque chose qui est signe de vie à l'intérieur d'une société démocratique. C'est en élaborant les conflits eh bien, qu'on peut effectivement chercher des solutions communes. Et s'il n'y avait pas de conflit, eh bien, ça veut dire qu'on aurait déjà trouvé les solutions communes. S'il y a conflit, c'est qu'on ne les a pas, et donc il faut bien se donner les moyens de les chercher. Voilà. Et pour continuer à explorer les questions qui nous préoccupaient,
si le conflit est inhérent au vivre ensemble démocratique, mais à quel moment quand même il peut se radicaliser et peut-être sombrer dans des formes non démocratiques et comment aussi réparer alors la société, faire réparation si le groupe est trop abîmé. Alors, il faut les deux en même temps. Je vais quand même commencer par la première question. Qu'est-ce qui produit une radicalisation du conflit, compte tenu de ce que je viens de dire? La première chose qui conduit à une radicalisation du conflit, c'est l'impunité quand il y a effectivement ces adversités avec de l'endettement. Donc, celui qui ne paye pas ses dettes va être puni d'une manière encore plus forte que s'il avait payé ses dettes. Donc, l'impunité des grands, des puissants, et il y a quelque chose qui, effectivement, produit une violence contenue qui va pouvoir à un moment donné se dégager, se déployer quand le rapport de force va être ressenti comme favorable à ceux qui étaient dominés, ou simplement qu'ils ont le sentiment que leur dignité humaine est trop remise en question et qu'ils n'ont plus rien à perdre puisqu'ils ne sont même plus traités comme des êtres humains. Et donc là, on est dans quelque chose de tout à fait important. Et je voulais vous citer un énoncé de Robespierre dans un moment de conflit extrêmement radicalisé, violent et qui a fabriqué un soleil noir sur la Révolution française, qui sont les massacres de septembre. Or, qu'est-ce qu'il dit ? La justice du peuple expia aussi par le châtiment de plusieurs aristocrates contre-révolutionnaires qui déshonoraient le nom français l'éternelle impunité de tous les oppresseurs de l'humanité. Et donc, cette question du déshonneur et de l'impunité, ça va ensemble. C'est-à-dire que si celui qui vous a offensé n'est pas puni, vous êtes encore plus offensé. Et donc ça radicalise parce qu'il y a quelque chose qui s'accumule. Et quand ça va effectivement s'exprimer, ce sera beaucoup plus radical que si on avait géré les choses au fur et à mesure. La deuxième chose, c'est justement que ça s'accumule. Pour quelle raison ? Eh bien, parce que Machiavel a montré qu'il y avait une dissymétrie des passions et que les grands, en fait, considèrent qu'ils sont dans la légitimité de commander les petits et éventuellement de les opprimer. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Le peuple désire n'être ni commandé ni opprimé par les grands, tandis que les grands désirent commander et opprimer le peuple. Cette dissymétrie des désirs n'est pas de fait réductible à un antagonisme ordinaire, à un simple conflit d'intérêts. Ce qui s'y joue à chaque fois, c'est la possibilité d'inventer une conception de la liberté comme non-domination, de protéger une certaine conception de la cité, voire de l'humanité et du droit, qui fait les hommes égaux. Ce qui fait que quand il y a une sédition, ça veut dire que les dominants ont vraiment exagéré, c'est-à-dire qu'ils sont allés très loin et ils ont empêché le peuple de pouvoir vivre juste correctement. Et ce qui fait dire à Machiavel que toutes les séditions viennent des grands par abus de pouvoir. Alors ça veut dire que, eh bien, il faut vraiment analyser si la société dans laquelle on est, que ce soit un tout petit groupe, un moyen groupe ou l'ensemble d'une nation, si elle est vraiment démocratique. Et pour être vraiment démocratique, il faut qu'il y ait des rapports, non pas d'absence de domination, mais de domination qui circulent. C'est-à-dire que ça soit un peu chacun son tour. Quand on a, par exemple, la question de faut-il ou pas écouter les manifestations massives de la rue, eh bien, la régulation habituelle même d'un régime comme la Ve République, qui est très peu démocratique dans sa constitution, eh bien, l'écoute des groupes intermédiaires, comme les syndicats, fait qu'à un moment donné, quand la démonstration a été faite qu'il y a un rapport de force d'opinion qui est défavorable au gouvernement, la logique, c'est de négocier. Voilà. La logique, c'est de négocier parce que ça veut dire qu'à un moment donné, on risque d'aller trop loin et de produire effectivement une explosion. Et vous avez sans doute tous plus ou moins vu une image assez drôle, l'eau bout à 100 degrés, le peuple à 49,3. Donc, il y a quelque chose là où on pousse à bout le mouvement populaire en refusant de
dans l'entendre, excusez-moi. Et donc, il y a quelque chose du respect qui se perd par le mépris, la surdité et l'incapacité à justement ajuster la situation à la démonstration de ce qui s'est exprimé. C'est-à-dire que quand il y a eu expression, eh bien, effectivement, il y a quelque chose d'extrêmement difficile à ressaisir. Il se trouve que le rapport Meadows, donc en 1972, avait décrit ce qui se passe en ce moment en expliquant que les situations d'effondrement dans lesquelles on est, on voit l'enjeu climatique, mais il y en a plein d'autres qui sont très importants. Je le cite parce que je trouve ça extrêmement intéressant. Lorsque les élites d'un pays estiment qu'il est normal qu'il y ait de grandes différences de bien-être entre les citoyens, elles peuvent user de leur pouvoir pour engendrer d'importantes disparités de revenus entre la majorité de la population et elles. Cette inégalité peut être source de frustration, de colère, de protestation au sein de la classe moyenne. Les perturbations qui résultent de ces protestations peuvent conduire à la répression. L'utilisation de la force isole alors un peu plus les élites des masses et accentue chez les puissants la conviction morale qu'un fossé entre la majorité de la population et eux est largement justifié. L'écart entre les revenus augmente, la colère et la frustration aussi, ce qui peut déboucher sur une répression accrue et au bout du compte, il peut y avoir effectivement prémisse d'une révolution. 1972, rapport Meadows sur les limites de la croissance. Dernière chose que je voulais dire, dans certaines situations, il y a, comme j'ai évoqué avec la question des négociations avec les corps intermédiaires, il y a des enjeux de régulation par des serments. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un serment? Ce n'est pas nécessairement un serment en levant la main droite et en disant « je le jure », mais c'est l'affirmation qu'on a des règles communes et qu'on va tous les respecter. Or, ce serment, c'est par exemple une constitution. C'est par exemple donc quelqu'un qui contrevient à la constitution ou qui fait un usage malheureux de la constitution en utilisant cette constitution comme une série d'éléments adjuvants pour son propre intérêt plutôt que l'intérêt commun, eh bien, on va considérer que des serments ont été bafoués. Si je prends la question révolutionnaire, le roi avait vraiment prêté serment de protéger son peuple, la nation et la loi. Donc, au moment où il a fui à Varennes et à d'autres moments de l'histoire, on considère qu'il a trahi ses serments. Et c'est ce qui provoque à chaque fois des émeutes, voire des insurrections qui sont victorieuses, comme le 10 août 1792. Donc, cette rupture des serments, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et si, par exemple, le Conseil constitutionnel sur la question des retraites ne donne pas un avis suffisamment équilibré et qu'il est trop en faveur du gouvernement, ça va relancer effectivement la radicalisation du conflit, parce qu'on aura le sentiment qu'il y a vraiment une absence d'équilibre entre l'écoute de ceux qui sont contre et l'écoute de ceux qui sont favorables, compte tenu du fait qu'il y a des éléments du point de vue des constitutionnalistes qui sont effectivement possibles à utiliser pour annuler cette loi. Donc, il y a là quelque chose qui donne des éléments. Alors, ce que je voulais dire pour finir cette sous-partie, et donc il me reste un peu de temps, tout va bien, la radicalisation des discours, qui est souvent considérée comme cause de la radicalisation des conflits, est très rarement cause de radicalisation des conflits. Comme vous pouvez voir, la radicalisation du conflit sur les retraites, puisqu'on est en plein dedans, c'est une radicalisation qui a eu lieu à cause d'actes, pas à cause de discours. C'est l'acte d'usage du 49.3 qui a relancé les deux énormes manifestations qui ont eu lieu depuis. Et donc, les discours ne peuvent qu'accompagner la radicalisation du corps social, voire l'entretenir. Ça peut être effectivement un outil pour entretenir le feu sacré, l'ardeur, etc. Mais ça ne peut pas être un simple discours qui produise la radicalisation. Les gens ne sont pas sensibles au seul discours, il faut vraiment qu'il y ait des faits qui les conduisent à se radicaliser. Alors, la radicalisation, ça peut être bien sûr, je ne l'ai pas abordé là, ça peut être aussi un fanatisme. Et c'est une question qui peut être aussi bien politique que religieuse. Et à ce moment-là, c'est un peu une autre question qui s'ouvre, c'est comment devient-on fanatique? Mais je dirais que c'est un peu une autre question. Alors, la dernière, c'est comment
une société abîmée. Et je pense que oui, que on lise les livres de Naomi Klein sur la stratégie du choc, qu'on lise les travaux de Wendy Brown sur l'État néolibéral et la destruction de l'éducation. Enfin, on a effectivement aujourd'hui, par rapport à l'imaginaire qu'on a de la démocratie et de l'État social, des sociétés abîmées telles que les décrit Denis Meadows en 1972, puisqu'on a continué le business as usual et qu'on est dans une situation très délicate. Alors, on est bien dans cette question, comment on peut se réparer tout en étant dans un mouvement aujourd'hui qui continue à produire la dégradation. Donc, il faut se réparer un peu comme Pénélope tisse sa toile, sauf que ce n'est pas ceux qui tissent qui défont la toile cette fois-ci, mais au fur et à mesure qu'on ravaude, c'est à nouveau abîmé. Donc, on est dans une situation qu'on pourrait appeler une course de vitesse entre le ravaudage et de la planète et des sociétés, et le fait qu'elle continue à être abîmée. Et on est tous évidemment extrêmement inquiets, en particulier en ce qui me concerne par le forage en Alaska qui peut conduire à empêcher le ravaudage en continuant le business as usual aux États-Unis d'une manière intense, alors que c'est les premiers pollueurs et destructeurs de la planète. Donc, on voit bien que réparer un corps social, ça suppose, comme pour la question de la radicalisation, lui donner des gages. Il faut qu'à un moment donné, les choses soient entendues et qu'effectivement, il y ait un minimum de raisons d'espérer un changement d'orientation. Mais ce n'est pas vraiment là-dessus que je voudrais insister, c'est sur la nécessité de reconnaître sa valeur ou leur valeur aux affects sociaux. Ce qui est chose qui n'est que très rarement valorisée dans les sociétés libérales, néolibérales, dans la mesure où ce qui est au fondement, c'est plutôt l'individualisme au sens de l'égoïsme, c'est-à-dire chacun pour soi. Les affects sociaux, c'est au contraire les affects qui permettent de faire du lien social. Et ces affects, du point de vue de quelqu'un comme Saint-Just, qui réfléchit beaucoup sur les institutions qui permettent de refabriquer la société quand le corps social a été abîmé, et là, en l'occurrence, c'est après que le corps social a été abîmé par les années de terreur, il affirme que ceux qui survivent aux grands crimes sont condamnés à les réparer. Et il va avoir toute une théorie et de l'indépendance et de l'amitié. Alors, l'indépendance ne se confond pas avec l'égoïsme, parce que l'indépendance, c'est l'idée de ne pas être dominé. Donc, on n'a pas besoin d'être égoïste pour ne pas être dominé, on peut être altruiste, mais par contre, on ne supporte pas que quelqu'un vous domine, ni d'être soi-même en position d'être à dominer quelqu'un. Donc, dans une certaine mesure, l'indépendance, c'est l'amour de la vie dans la réciprocité des émotions, sachant que ces émotions ne sont pas égales envers chacun, mais qu'on va fabriquer, en fonction de ses affinités, eh bien, des noyaux sociaux amicaux. Parce que sinon, dit-il, on se languirait seul dans le monde. Et donc, il y a effectivement dans la nature humaine, dit-il, et on n'est pas obligé dans la question de la nature, mais même lui, il va parler d'institutions républicaines. Et donc, il quitte l'idée que c'est naturel, il pense que c'est quelque chose qui s'élabore. Et il va donner toute une série de règles pour ce qu'il appelle la constitution par ses noyaux sociaux amicaux d'une communauté des affections. Et donc, il va affirmer que les sociétés ont besoin de communes, et c'est ce mot-là qui est employé, qui sont des communautés d'amis, au sens où c'est parce qu'on est amis qu'on va être capable d'assumer la conflictualité politique démocratique. Si on ne veut pas passer à l'insulte parce qu'on est dans un point de désaccord, ou être prêt à tout casser ou à tout dissoudre ou à faire que le travail patient s'annule, il faut que l'amitié soit solide. Et donc, il va affirmer qu'il y a besoin de réfléchir à ce que c'est que l'amitié. Ce n'est pas un sentiment volage. Et donc, de la même manière qu'il a réfléchi sur ce qu'était le sentiment politique, il va réfléchir en amont sur ce qui est un sentiment civil, et il va parler donc des affections de nature qui permettent de fonder cette communauté. Cette manière de voir, qui peut paraître tout à fait étonnante,
en fait, a été retravaillée par le philosophe Jacques Derrida, pas en partant spécialement de Saint-Just, mais pour dire qu'il y a un sentiment d'amitié au cœur de l'identité humaine et que cette manière de produire de l'amitié, c'est une amitié d'avant toutes les amitiés, c'est-à-dire qu'on a besoin, et donc c'est de l'ordre du besoin, de sentiments de sociabilité et de rencontrer des personnes avec qui on va pouvoir faire société. Ce qui fait que l'amitié, elle est double. Elle est à la fois quelque chose qui serait un peu inné, comme quand on est amoureux, et elle serait instituée, c'est-à-dire qu'elle serait donc une institution civile. Et ces institutions civiles, il y en a que vous connaissez par cœur, la famille, je ne sais pas, l'école, voilà, ça c'est des institutions civiles qu'on connaît. Mais l'amitié comme institution civile, c'est quelque chose qui est moins connu. Cette amitié comme institution civile, c'est une manière de rendre visible la bonne nature humaine amicale grâce à un idéal républicain où l'amitié prend un caractère public et sacré. Alors, ce qui fait que dans les fragments d'institutions républicaines, il affirme, Saint-Just, que tout homme âgé de 21 ans est tenu de déclarer dans le temple quels sont ses amis, et cette déclaration doit être renouvelée tous les ans dans le mois de Ventose. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut dire avec qui on est ami. Et pourquoi il faut dire avec qui on est ami? Parce qu'on a le droit aussi de rompre l'amitié. C'est-à-dire qu'on considère que si un homme, dans son cercle d'amis, s'est mal comporté, on a le droit de dire « je ne veux plus être son ami ». Parce qu'il y a des responsabilités très fortes de l'ami qui doit, par exemple, s'occuper des enfants si je disparais. Qui doit éventuellement s'occuper aussi de l'ensemble de la famille, de la femme. Il y a aussi l'idée qu'il y a une responsabilité commune. Si un homme commet un crime, ses amis sont bannis. Donc, si on a le sentiment que la personne se comporte mal, alors c'est légitime de ne pas vouloir rester son ami. Mais pour pouvoir ne pas rester son ami, il y a affirmé qu'il va falloir expliquer pourquoi, qu'on ne peut pas comme ça jeter une amitié sans raison. Et donc, évidemment, il y a là quelque chose qui paraît impossible, enfin, parce que c'est un contrôle sur les affects qui paraît complètement disproportionné. Mais on peut aussi essayer d'entendre ce qui se joue dans cette affaire de réciprocité et dans le fait qu'un groupe social constitué, c'est justement un groupe social qui s'est donné des serments et donc qui a déclaré qu'il allait agir d'une certaine manière et que cette rupture des serments est quelque chose de suffisamment grave pour pouvoir effectivement cesser ou ne pas cesser d'être amis. Ceux qui sont restés amis toute leur vie sont dans le même tombeau. Donc, ça veut dire que ce n'est pas si fréquent que ça. Hein. On n'a pas besoin toujours d'être enterré avec ses amis, parce que ce n'est pas tous les amis qui sont de toute une vie. Et il y a bien quelque chose qui se joue un peu qui ressemble à des situations extrêmes, mais la Révolution est une situation extrême, à savoir ce qui s'est passé pendant la période de la Résistance. Il y a quelque chose qui suppose l'amicalité, et celui qui ne se comporte pas comme il faut dans la période de la Résistance met en danger tous les autres. Et comme il met en danger tous les autres, il va effectivement ne pas pouvoir faire partie de cette communauté des affections bien longtemps. Donc la réciprocité est contraignante, mais elle suppose surtout d'être réfléchie et d'être ritualisée. Et cette ritualité, c'est quelque chose qu'a inventé dans la période révolutionnaire par d'autres institutions civiles qui sont au croisement du civil et du politique, et c'est les sociétés politiques, les sociétés populaires. Et là, effectivement, il faut être ami pour pouvoir entrer en conflit. Mais c'est aussi des lieux d'apaisement qui sont les fêtes, ou tous les lieux de rituels d'apaisement, comme les plantations d'arbres de la liberté, comme l'érection d'un hôtel de la patrie, évidemment les fêtes de mariage et les fêtes de naissance, toutes sortes de fêtes qui sont considérées comme la possibilité de produire l'apaisement quand il y a effectivement une forte tension. Cette capacité à produire l'apaisement, c'est un point extrêmement important parce que c'est une manière de dire que quand surgit une violence sacrée, eh bien, il y a la possibilité d'inventer par l'institution civile religieuse, en l'occurrence religion civile, de créer l'apaisement nécessaire. Et donc, c'est par la ritualité de certains gestes et ce qu'on appelle à ce moment-là un spiritualisme politique
eh bien, qu'il y a possibilité, effectivement, de faire en sorte que l'apaisement, eh bien, ne soit pas une petite chose, mais concerne la communauté. Je vous propose de m'arrêter là, puisque c'est l'heure, et qu'on puisse discuter sur ces différents éléments qui sont des éléments qui me paraissent importants, même si j'ai pris des exemples soit dans l'actualité très chaude, soit au contraire dans la Révolution. Mais ça permet de circuler entre les temps, puisque sur certaines choses, bien, on est confronté à des exemples qu'on connaît bien, mais l'amitié, qu'est-ce qu'il y aurait à réinventer? Est-ce qu'on peut en faire une institution? Je pense que c'est une grosse énigme qu'on a à prendre en charge. Ce que c'est qu'un groupe vindicatoire, pareil, on a à le prendre en charge. Comment on fabrique des rituels et quels rituels on a à le prendre en charge, etc., etc. Je vous remercie beaucoup. Merci Sophie, et puis merci d'avoir tenu le temps. Tu nous, tu nous disais au début que tu avais beaucoup de matière et que c'était pas évident pour toi toujours de rester dans les délais impartis. Et puis voilà, tu as fini de toi-même, donc merci. Alors Pierre-Yves, est-ce que tu as des questions qui peuvent nous aider à tricoter entre ce que Sophie nous propose comme porte de réflexion et puis les situations de travail et de vie là, qui nous concernent concrètement? Il y a plusieurs questions dans le chat, effectivement. Vous les voyez. Bon, Galia intervient à plusieurs occasions et je voudrais revenir un peu sur ces questions parce qu'en fait, elle s'intéresse plus au passage entre le conflit et puis la recherche de la solution. Mais peut-être avant, revenir sur la question que pose Jacques Noël, qui est de dire finalement, est-ce que le conflit, c'est pas quelque part une sorte de mal nécessaire? Est-ce que de toute façon, à partir du moment où une société se transforme, eh bien, il y a des désaccords sur cette transformation et voilà, et c'est tout à fait, je veux dire, habituel. Et est-ce qu'il ne faut pas considérer ça comme une normalité? C'est un peu ce que j'ai essayé de dire, c'est que ce n'est même pas un mal nécessaire, c'est un bien nécessaire. C'est-à-dire que quand le conflit ne s'exprime pas, il grandit. Et donc, plus une société est fluide dans sa capacité à élaborer immédiatement les conflits, plus il y a de capacité à les résoudre. Et donc, il vaut mieux une multiplicité de conflits qu'une cristallisation autour d'un gros conflit qui vient finalement occuper toute la place. Et donc, c'est bien parce qu'on a une difficulté aujourd'hui à assumer le fait qu'une société démocratique est conflictuelle par nature, et bien qu'on considère qu'on peut dire mal nécessaire. Ce n'est pas un mal, c'est un bien. Et si on reprend la question démocratique dans son caractère classique, ce que Nicole Laureau avait décrit, c'était que pour les démocrates, il fallait que la société démocratique soit comme le breuvage des mystères qu'on appelle le kykéon, qui est fait à la fois d'un liquide et de graines. Et donc, pour que le kykéon ressemble au kykéon, il faut l'agiter en permanence. Mais que si on ne l'agite pas en permanence, les graines, évidemment, se déposent au fond du récipient et on a une division en deux. Et que c'est ça, les situations de guerre civile. Et donc, si on ne veut pas basculer dans la guerre civile, il faut constamment que la société soit agitée par du conflit et qu'elle le résolve au fur et à mesure. Donc, dans toute situation démocratique, le conflit doit être présent et régulé. Et c'est pour ça qu'on est dans des moments difficiles, c'est qu'on a perdu l'habitude avec la Ve République d'une part, d'exprimer les conflits au fur et à mesure, et d'autre part, de le réguler d'une manière qui soit sans domination de la part de l'exécutif. Ça renvoie aux interventions de Galia Bamaison là, sur le chat qui dit effectivement, quand ça ne se régule pas, comment on fait quoi quand on n'arrive pas à dépasser la radicalisation, quand les rituels d'apaisement ne sont pas là, voilà. Et puis elle dit sortir du conflit pour aller vers ce que vous avez appelé les processus de réparation, de négociation, ça veut dire une volonté partagée à un moment des protagonistes. Actuellement, à quel moment est-ce qu'on peut dire qu'on partage cette préoccupation? Je vois que Galia a levé la main. Peut-être, Galia, vous souhaitez prendre la parole?
faut activer votre micro. Voilà. Non, on ne vous entend pas. Mangalia, on ne vous entend pas. Mais moi, je vois les questions. Il n'est pas possible de céder à la radicalité. Alors, comment faire pour avancer malgré tout dans un cadre contraint en tant que professionnel? C'est pas sûr hein, qu'on n'est pas supposé céder à la radicalité. Ça, c'est pareil, c'est une vision très idyllique. Mais d'abord, ça dépend des cadres professionnels. Je ne sais pas duquel vous parlez. Mais la question de la radicalité, c'est la radicalité de l'expression de ce qui ne va pas. Et si on ne l'exprime pas clairement et un peu radicalement, alors on ne va pas pouvoir le résoudre. Donc, ça dépend ce qu'on appelle radicalité. Mais radicalité, c'est retour à la racine. Si on cherche toujours à produire l'apaisement avant d'avoir instruit le conflit, alors on ne peut pas le résoudre. C'est un peu ce que disent les psychologues du travail comme Yves Clos. Je vous conseille un entretien qu'on avait fait avec lui dans Vacarme. C'est facile à trouver, c'est disponible sur le net, où il explique qu'il faut instruire les conflits du travail constamment, parce qu'il y a un conflit constant sur la qualité du travail et sur les critères de qualité du produit qu'on fabrique. Idem sur la qualité des produits, des savoirs scientifiques. On n'est pas tous d'accord sur ce qui fait un bon article. Et donc, si on ne débat plus de ce qui fait un bon article, eh bien, on est dans une espèce d'académisme. Et quand l'académisme est présent, ben, c'est fini, il n'y a plus vraiment de savoir qui s'instruit. Donc, il y a quelque chose où je pense que non, être radical quand on est en position de construire le débat, c'est instruire le conflit, c'est-à-dire être capable d'aller creuser dedans plutôt que de chercher à l'éviter. Et donc, je ne pense pas qu'il ne faille pas être radical. Je pense que celui qui est aux manettes, c'est celui qui doit être le plus radical, c'est-à-dire chercher le plus à creuser et à instruire le conflit, à lui donner une traduction pour pouvoir voir à la racine ce qui ne va pas sans tricher. Et donc, il me semble que là, il y a un cadre contraint, mais contraint par l'inverse, c'est-à-dire la nécessité d'être radical. Et de ce point de vue-là, il faut qu'il y ait une autorité reconnue comme légitime. S'il n'y a pas assez d'autorité légitime, à ce moment-là, ce n'est pas possible d'instruire le conflit dans le groupe. Et il faut du tiers. Et c'est la fonction du tiers que d'aider à instruire le conflit, d'où la psychologie du travail, d'où les syndicats, etc. Mais avoir du tiers, ça ne veut pas dire éviter le conflit, ça veut dire être capable de l'instruire quand on ne peut plus l'instruire soi-même. Et dans ces cas-là, il faut faire une pause et chercher, avec les différentes parties prenantes, quel est le tiers légitime auquel on peut faire appel. Est-ce qu'il y a une différence? Il y a deux questions dans le chat sur ça. Est-ce qu'il y a une différence entre pays par rapport à ces situations? Les conflits en France sont-ils plus importants ou fréquents par rapport aux autres pays européens? Et puis, on a l'impression qu'en Allemagne et aux Pays-Bas, les sociétés politiques semblent moins conflictuelles. Est-ce qu'il y a des différences? Est-ce que les sociétés sont inégales face aux conflits? Disons que plus les sociétés ont une histoire démocratique, plus elles assument la conflictualité. Donc, on peut dire qu'un pays qui a eu autant de révolutions, même si tout le monde n'était pas révolutionnaire, a une tradition du conflit plus élaborée que des pays autoritaires comme l'Allemagne. Donc, oui. Après, les formes du conflit, elles ne sont pas plus élaborées aujourd'hui en France qu'ailleurs parce qu'il y a un oubli justement des formes qui n'ont pas été très bien transmises parce que ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas été révolutionnaire. Donc, on peut toujours se référer à d'anciennes révolutions, mais ça n'a pas été transmis dans les groupes sociaux, justement. Donc, voilà. Après, ce qui est sûr, c'est que dans l'imaginaire des dominants, les révolutions françaises restent des points d'inquiétude fortes, voire d'effroi, et que cette mémoire peut parfois être agitée pour obtenir plus de respect. Emmanuel Parodi demande, est-ce qu'il n'y a pas confusion parfois entre radicalité et violence? Ben si, mais pour le coup, ça fait partie des choses sur lesquelles dans un groupe, on peut se mettre d'accord.
Après, il ne faut pas confondre violence et intensité. L'ardeur, l'enthousiasme, ça peut paraître violent à certains qui aiment les conversations égales et très, très posées, mais ça fait partie de la démocratie d'être enthousiaste et de défendre avec enthousiasme, avec véhémence. Et donc, il faut être capable d'assumer quand même un minimum d'émotions vives. Voilà. Il n'y a pas de conflit sans émotions vives. Et donc, vouloir un conflit qui serait complètement régulé, c'est finalement une manière de mettre l'opprobre sur ce qui va surgir du conflit et empêcher du coup que les gens osent entrer en conflit. Et donc, c'est quand même très dangereux. C'est important que la violence verbale, quand elle ne passe pas à l'insulte, mais qu'elle est dans l'intonation, soit considérée comme acceptable, comme légitime. Après, c'est important aussi de la limiter, et donc c'est le rôle des institutions, et donc des groupes qui s'auto-instituent, des lieux de travaux, enfin, je ne sais pas moi. C'est le rôle des institutions de retenir la violence, c'est-à-dire qu'il y a la capacité de certaines règles qui conduisent les gens à considérer que oui, ils sont attendus dans leur capacité à montrer les points de désaccord et donc à entrer en conflit sur ces points de désaccord, mais qu'il faut qu'ils aient un souci de retenue de leur propre violence et de retenue de la violence de leurs camarades. C'est-à-dire que je pense que c'est plus important quand quelqu'un s'énerve, parce que c'est dans toutes les sociétés politiques, hein, que ce soit des petites, des grandes, des moyennes, des très ritualisées, des pas ritualisées, que ce soit les gens de son propre camp qui retiennent la violence, qui lui demandent, qui l'aident à se poser. Et que de ce point de vue-là, ça peut être dans des serments communs, ça peut être, quand je dis serments, ça peut être des règlements, des décisions, enfin toutes sortes de choses qui ont eu lieu en amont. C'est pour ça que je dis que c'est en amont du conflit qu'on voit comment va se dérouler le conflit, de manière à ce qu'il y ait une responsabilité réciproque, comme dans l'amitié de Saint-Just. Quand un membre de votre groupe se met en colère, bah, vous êtes responsable de l'avoir pas aidé à retenir cette colère. Voilà. Et c'est quelque chose qui est dans le langage populaire, c'est « retenez-moi ou je vais faire un malheur ». Donc, il ne faut pas attendre que le malheur soit là, il faut faire en sorte que quand on sent que quelqu'un s'énerve, il y ait quelqu'un qui puisse lui dire non pas calme-toi, parce que ça, en général, ça énerve davantage, mais c'est technique, distribuons la parole et on va revenir vers toi. Et donc, ça lui permet de se calmer. Et il entend que c'est utile pour lui. Et s'il n'entend pas, il faut être plus clair. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'une responsabilité par groupe à retenir la violence. Et il y a une responsabilité par groupe à faire le saut vers la violence. Mais en général, le saut vers la violence, dans les conceptions démocratiques, n'est pas un saut qui se fait sans réflexion. C'est quand on considère qu'il y a de l'irréconciliable et qu'on ne peut plus rien obtenir par d'autres moyens. Oui, donc vous faites la différence quand même entre l'expression des émotions, y compris quand elles sont négatives, hein. Ça peut être de la colère, du ressentiment. La colère, ce n'est pas négatif, hein. La colère, c'est une émotion extrêmement positive, c'est une émotion extrêmement vivante. Oui, mais elle n'est pas forcément vécue comme telle. Bah, il faut se mettre dans l'idée que c'est un retournement des rapports de domination. C'est-à-dire que dans l'Antiquité, la colère, ça n'appartenait qu'aux dieux et aux puissants. Quand des gens qui ne sont ni dieux ni les puissants se mettent en colère, c'est une manière de rétablir de l'égalité. Et de rétablir de l'égalité dans un mouvement vivant, c'est-à-dire de ne pas justement tuer ou se tuer. Et donc, de ce point de vue-là, il faut assumer l'expression de la colère. La colère, il ne faut pas qu'elle dure trop, mais si elle est tout le temps rentrée, ça produit les maladies du travail extrêmement fréquentes, hein. Toutes les maladies auto-immunes, c'est des gens qui ont rentré leur colère et qui n'ont pas pu l'exprimer et qui n'ont pas pu renverser les rapports de domination. Il faut entendre ce que c'est que la colère. C'est un renversement des rapports de domination. Quand un puissant se met en colère, c'est inacceptable. Mais quand un dominé se met en colère, c'est une manière de dire la coupe est pleine. Ça suffit. Donc, il faut voir d'où ça part, hein, quel est le process d'énonciation. C'est-à-dire qui prend la parole colérique. Donc, en gros, quand on déchire la chemise à Air France,
c'est après une séquence qui était sans doute assez gratinée du point de vue de l'oppression. Igalia fait noter que dans les scènes publiques, il y a aussi des jeux de rôle qui sont joués par les participants. Vous êtes d'accord avec ça? Bah oui, c'est d'ailleurs les jeux de rôle, c'est une manière de ritualiser. Et de ce point de vue-là, ce n'est pas une mauvaise chose non plus. Ça dépend de si ce jeu de rôle, il est réfléchi ou il n'est pas réfléchi. Mais en général, pour qu'il y ait un jeu de rôle, il faut que ça soit un peu réfléchi. Donc, la question, c'est quelle est la visée? En fait, la question qu'il faut se poser constamment, le message derrière. c'est quelle est la visée de ce qui est en train de se faire. Alors, je vois les rituels d'apaisement ayant disparu, va-t-on nécessairement vers une radicalité? Ben non, pas nécessairement, parce qu'on est en train de réinventer des rituels d'apaisement. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr les moments de conflit exacerbés, mais en parallèle, il y a des groupes qui fabriquent des rituels d'apaisement dans les espaces théâtraux, dans les espaces de promenade, dans des nouvelles spiritualités, enfin, qui sont d'ailleurs à interroger sur qu'est-ce que ça veut dire de notre société, de le rapport à l'argumentaire et à l'irrationnel. Enfin, mais en tout cas, il y a des processus actuels où, face à l'aspect mortifère que peut prendre une radicalisation non régulée ou non décidée, il y a des gens qui spontanément fabriquent cette retenue. Ce n'est pas quelque chose qui ne se fait pas. Et d'ailleurs, dans la période révolutionnaire, aucune des formes instituées de retenue de la violence n'ont été fabriquées par l'Assemblée. Ça a toujours été fabriqué par des gestes locaux. Les premières plantations d'arbres de la liberté, ce n'est pas du tout décidé par l'Assemblée. Les premières érections d'hôtels de la patrie, ce n'est pas décidé par l'Assemblée. Donc, il y a comme ça toute la Société du serment du jeu de paume comme lieu mémoriel, ce n'est pas suscité par l'Assemblée. Donc, il faut au contraire considérer que ça fait partie de notre travail de citoyen d'inventer ces institutions. Mais encore faut-il qu'on n'ait pas la sensibilité abîmée. Or, on a été brûlé par une succession de violences sur lesquelles on n'a pas pu, desquelles on n'a pas pu s'extraire. Donc, on n'est pas non plus hyper compétent en ce moment, et donc il faut réparer la sensibilité, et avec cette sensibilité, réinventer des rituels, et ça se fait en boule de neige. C'est-à-dire que plus il y aura de gens concernés par cette réparation, plus ils seront suffisamment solides pour rentrer dans des conflits qui seront des conflits plus paisibles, tout en étant plus productifs de résolution. Mais en tout cas, ce n'est pas impossible de les refabriquer. Ils n'étaient pas là de toute éternité, et ils ont disparu, mais ils peuvent renaître. C'est ça que je veux dire. Après, comment faire lorsque le conflit est instrumentalisé? Ça me paraît très important. Le conflit instrumentalisé, c'est le faux semblant. Et effectivement, c'est quelque chose que les révolutionnaires, par exemple, n'ont jamais réussi à résoudre. Et donc, ils ont considéré que quand ceux qui faisaient semblant et instrumentalisaient les situations, etc., gagnaient la partie, la révolution était perdue. Et donc, c'est un point où je pense qu'il y a besoin, pareil, d'une responsabilité collective à repérer ce qui est instrumental et à prendre des décisions, pour le coup radicales, pour empêcher cette instrumentalisation. Après, quand c'est l'État qui instrumentalise, c'est difficile. Hein. Dans le chat, il y avait une consultante en médiation là, qui posait une question et qui disait que c'était difficile à entendre de la part de ses commanditaires, notamment des entreprises, qu'il fallait mettre au travail ces situations de conflictualité. Est-ce que cette personne peut nous partager son expérience de médiatrice, c'est-à-dire dont le rôle est justement de faire vivre ces conflits, mais aussi d'aider à réparer? Oui, c'est moi qui ai posé cette question. Je ne sais pas si vous m'entendez. Émilie, Oui, c'est ça, Émilie.
Oui, donc je suis médiatrice indépendante depuis très récemment et du coup, je me lance à mon compte pour me spécialiser dans tout ce qui est conflit au travail et aussi dans les organisations. Et quand en fait, je fais la démarche voilà, d'aller de présenter ce que je fais dans les entreprises, moi, je sais que si on... Enfin, mon argument, c'est de dire il y a plein de choses qui sont mises en place voilà, quand il y a des conflits au travail, mais rarement on pense à la médiation et rarement on pense à parler et adresser le conflit. Et si on ne le fait pas, il perdure dans le temps. Et c'est vrai que quand je parle voilà, de comment le conflit peut dégénérer et ensuite devenir enfin, vraiment faire d'autres conflits, euh, c'est vrai que souvent, je me heurte un peu à bah oui, mais enfin, on me donne des situations de conflit et où on me dit, bah non, mais là, on a pu le résoudre. Enfin, le mieux, c'était de pas trop en parler et d'essayer de mettre un peu un pansement dessus, de faire la formation, du coaching, etc. Pas besoin de médiation. Et moi, en tant que médiatrice, je sais que voilà, je suis un peu convaincue de ce que je fais, donc je suis forcément un peu biaisée, mais je me dis, bah oui, mais on n'a toujours pas eu cette démarche de parler du conflit, donc forcément, ça va revenir à un moment donné. Et du coup, je ne sais pas trop comment leur arriver à les convaincre qu'il y a vraiment quelque chose de positif qui peut ressortir de ça, parce que je sens bien qu'ils ont peur que ça dégénère, quoi, et que c'est pour ça qu'ils ne veulent pas parler du conflit quand ils en ont en entreprise. Ben, vous demandiez des références, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, des références, des exemples enfin, voilà, pour essayer de pouvoir leur démontrer que, voilà, qu'en fait... Ben, là, pour le coup, c'est le travail que j'évoquais tout à l'heure de Yves Clos qui me paraît très intéressant parce que, par exemple, dans les entreprises comme Volkswagen ou Lactalis, où il y a eu vraiment des fautes graves qui ont été faites, en fait, les personnes n'étaient pas d'accord, enfin, les travailleurs n'étaient pas d'accord pour fabriquer des mauvais produits ou pour tricher. Et donc, ils voulaient ouvrir le conflit sur ces questions-là et ça a été refoulé. Et ça a conduit à des désastres pour ces entreprises quand même. Maintenant, tout le monde sait que Lactalis a produit du lait mauvais et n'a pas respecté les règles d'hygiène. Et tout le monde sait que Volkswagen a triché sur la qualité de ses moteurs en tant qu'ils n'étaient pas pollueurs. Donc, on voit bien que le fait d'avoir refoulé le conflit a produit plus de dommages pour l'entreprise que si on avait instruit le conflit et qu'on avait simplement laissé plus de temps pour fabriquer les 10 moteurs ou qu'on avait accepté de passer plus de temps pour respecter les règles d'hygiène. Et donc, il y a un problème d'arbitrage entre différents critères de production. Et en général, les gens qui travaillent n'aiment pas produire des mauvaises choses. Voilà, ils ont besoin pour leur propre honneur, dans l'esprit de l'honneur que j'évoquais tout à l'heure, que ce qu'ils produisent, ils en soient fiers. Quand ils n'en sont pas fiers, en fait, ils sont extrêmement mécontents et le conflit refoulé crée énormément de frustration et en plus, c'est mauvais pour l'entreprise. Alors, il y a énormément de choses qui ont été écrites par Yves Clos. Pour une première approche, donc, je parlais de l'entretien dans Vacarme. Et après, il y a de nombreux articles auxquels vous pourrez vous référer ou des ouvrages. Mais je pense que c'est celui qui a le plus travaillé sur l'instruction des conflits et en quoi c'était positif pour les entreprises dans une logique où le syndicat joue son rôle de tiers et où il y a du face-à-face possible, le but étant d'être dans un face-à-face entre les personnes qui sont en désaccord. Donc, je pense que oui, là, c'est très, très intéressant. Alors, c'est pas... Comment formuler? C'est pas des expériences où moi, je peux vous dire j'ai vécu ça, il s'est passé ça, etc. Je ne connais pas. Mais je pense que par contre, après, peut-être il y a à créer des groupes de travail de personnes de votre métier qui sont confrontés aux mêmes questions. Je pense à Françoise Berthoud, qui s'occupe de ça au CNRS à Grenoble. Elle se pose le même genre de questions. Oui, je lance un appel aussi dans la foulée de la question d'Émilie. Il y avait beaucoup de personnes qui travaillaient au sein de collectivités territoriales dans les inscrits. Et si c'était possible voir, de vous entendre, voir comment ça résonne pour vous, les éclairages de Sophie,
parce que plus on est proche des territoires et plus tout ça s'enchevêtre et complexe à mener dans l'action. Donc, voilà, comment ça résonne pour vous et éventuellement, quelle est votre vision à vous des enjeux de cette conflictualité, de la façon de mettre le conflit au travail dans vos collectivités ou de réparer le corps social quand vous le sentez très abîmé? Mhm. Eh bien non, pas de partage pour l'instant. Me voilà dépitée. Une demande de parole de Catel Andromaque. Oui, vous pouvez prendre la parole. Ils ont pas eu un truc silence. Non. On a tous un problème de son. Catel, on vous entend ou pas? Non, Non, on vous entend pas. on a tous un problème de son. Ah, Alors, qui est la personne qui a dit on a tous un problème de son? C'est Ah vous? bah c'est moi, pardon. Alors, Bah, ça enfin, marche on vous maintenant entend. alors. Oui, ça marche. Bon, bah, c'est pas un problème généralisé parce que je me disais, mais d'où ça vient? Désolée, vous pouvez reposer votre question parce qu'elle était un peu longue et du coup moi j'ai perdu le fil. Je ne sais pas si c'est le cas pour d'autres. Julie, vous pouvez reposer Oui, votre bien question. sûr. En fait, j'invitais les personnes qui travaillent dans les territoires, notamment dans les collectivités, qui se prennent souvent de plein fouet des situations de conflits complexes. Et donc, je me disais, comment est-ce que vous avez des expériences à partager sur comment soit vous les mettez au travail, soit vous essayez de réparer un peu les groupes locaux, le corps social sur vos territoires. Voilà, comment ça résonne la lecture de Sophie Vaniche pour vous dans vos situations de travail concrètes? Moi je peux revenir sur ce que je voulais dire tout à l'heure quand j'avais pas de son, sauf si la personne qui a levé la main veut intervenir. Alors, je pense que ça marche maintenant. Voilà. Ah, Voilà, parfait. super, j'ai réussi à trouver des réglages. Donc, je suis élue locale, élue municipale dans une commune de 20 000 habitants dans la région nantaise, en charge notamment des questions de mobilité. Et c'est un sujet qui est extrêmement générateur de conflictualité. Donc, c'est pour ça que j'assiste là au cycle là, dont j'ai eu connaissance et qui me paraissait important parce que on a un gros enjeu sur l'acceptation d'un niveau de conflit et de non-acceptation. C'est-à-dire en tant qu'élu, se dire qu'on ne va pas faire plaisir à tous les habitants systématiquement. C'est-à-dire qu'on va forcément générer du désaccord. Et notre enjeu, c'est comment faire en sorte que des situations de discussion, de conflit, on génère quelque chose qui soit de l'ordre du collectif. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas accord au final, comment on sort d'une vie, comment on fait sortir notre fonctionnement d'intérêts individuels pour des représentations un peu plus collectives. Ça, c'est très facile quand on est dans des groupes triés, on va dire. Quand on est sur une réunion de gens qui sont venus parce qu'ils sont intéressés par le vélo, où là, il peut y avoir des désaccords sur les solutions, mais on va avoir des éléments communs qui font qu'on va avoir des discussions qui vont aboutir. C'est beaucoup plus compliqué quand on a des personnes qui vont se positionner a priori, hein, enfin, j'ai entendu dans des réunions publiques, de toute façon, on est en dictature en parlant
en parlant de ma posture, qui vont se positionner de toute façon dans des logiques d'opposition. Voiture contre cyclistes, habitants contre élus, etc. etc. Donc cette question du conflit est vraiment, vraiment au cœur de notre vie quotidienne et c'est pour ça que je souhaitais y réfléchir en assistant aujourd'hui. S'il y a d'autres témoignages comme ça, je vous invite à nous les partager. Et puis peut-être Sophie pourra ensuite faire une réponse voilà, à vos différents partages d'expérience. Galia avait demandé la parole. Galia, vous voulez intervenir? Du coup, je prends la parole puisque vous m'entendez. Déjà, je voulais dire, et ça repart en arrière, que j'avais des façons d'aborder la question de manière différente en fonction de mon positionnement. Quand je suis au travail en train de faire de la concertation qui ont mon métier, évidemment, j'ai un positionnement adapté. Quand je suis représentante d'un comité de défense d'un hôpital de proximité, mon positionnement, vous vous doutez bien en ce moment, tente à radicalement changer. Et je me pose la question de la radicalité par souci d'efficacité, pas une radicalité violente au sens physique, je vous rassure, je ne peux pas basculer à ce point-là. Et donc, nous avons des champs qui sont différents. Pour rebondir sur la question, j'ai aussi été élue pendant longtemps. Et c'est à la suite de mon mandat que je suis devenue, que je suis rentrée dans la concertation parce que j'avais fait des expériences en tant qu'élue de concertation. Et donc, je suis passée professionnelle là-dessus dans ce sens-là, ce qui est sans doute un peu singulier. Pour en revenir à la situation évoquée juste précédemment, par exemple sur la mobilité, il se trouve qu'on a eu des réunions publiques pour préparer notre projet de territoire sur lequel nous sommes en train de travailler. Et il m'est arrivé une chose, il m'est arrivé plein de choses depuis que je travaille, mais il m'est arrivé une chose assez surprenante, c'est qu'il y avait effectivement des gens qui ne sont venus à la réunion que pour se plaindre. Ils ne s'étaient pas concertés, ce ne sont pas des gens qui avaient des raisons de dire la même chose. Il se trouve qu'ils avaient des choses extrêmement fortes à dire sur un usage. Évidemment, c'est toujours dans ce cas-là très concret. C'était un problème non résolu, en fait. Et donc, ils sont venus, ils ont braqué ma table. C'était moi qui étais à cette table, comme par hasard, voilà. Et j'avais tout un programme à gérer pour encadrer les discussions, aller vers un but précis, poser des questions ouvertes, mais quand même des questions précises. Et j'ai pas pu. C'est la première fois que ça m'arrive. Je me suis contentée de faire parler tous les protagonistes en apaisant le débat, parce qu'évidemment, c'était très, très tendu. Donc, en faisant redescendre tout le monde pour que chacun exprime les choses de manière circonspecte, factuelle, précise, pour qu'après, mes collègues qui, eux, sont en charge des mobilités, puissent travailler de manière extrêmement concrète. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste absorbé le choc et j'ai pas pu faire autrement. Je ne pouvais pas tenir mon programme tel qu'il était prévu. Et d'ailleurs, j'étais pas toute seule dans la salle puisque par principe, je suis retournée voir les élus en disant on va avoir un gros souci, on va pas pouvoir faire le déroulé tel que prévu. Donc, je vais faire autrement pour que ça se passe bien. Et donc, évidemment, comme on me fait confiance, on m'a laissé faire. Voilà, donc le conflit, il y a des moments, on ne peut pas le contourner, juste on l'affronte. Et puis, on capitalise de manière positive. Voilà comment, me semble-t-il, il faut faire. C'est tout. Merci. Il y avait aussi, est-ce que Nina Schmidt, vous aviez aussi levé la main? Et puis également Patrick Mellet. Je me promène un peu à l'aveugle sur cette galerie. Donc peut-être Nina Schmidt, vous m'entendez? Vous voulez toujours prendre la parole? Non, c'est une erreur. Très bien. Bah, du coup, Sophie, est-ce que tu as envie de... Patrice aussi, c'était une erreur. Oui, bah, je vois pas non plus la main levée de Patrice. Donc... Mais je vous avoue que je suis un peu à l'aveugle sur cette galerie. J'ai du mal à me repérer. Alors,
ce que je trouve intéressant, enfin, je trouve que ça rentre bien en écho avec ce qu'on a dit. Dans la deuxième séquence, en fait, il a fallu prendre le temps d'un rituel d'apaisement qui est passé par exprimer toutes les opinions, toutes les plaintes, et donc de pouvoir les recevoir, ce qui est quelque chose aussi assez classique, c'est-à-dire ce qui est demandé à l'interlocuteur qui représente l'autorité, c'est d'être capable de recevoir les douleurs, les plaintes, ce qui ne va pas, pour pouvoir les retraduire et donc servir d'intercesseur. Et donc, de ce point de vue-là, c'est effectivement une modalité importante de l'apaisement. Et c'est uniquement quand cette dimension-là a été retrouvée, une situation apaisée, relativement apaisée, qu'on peut continuer à instruire le reste des éléments qui sont posés sur une table politique. Après, sur le conflit accepté ou pas accepté, quel niveau de conflit acceptable, je pense que il y a la dimension des émotions et puis il y a la dimension des arguments, c'est-à-dire que dans une certaine mesure, peut-être que quand il y a du conflit qui est très aigu, il faut que chacun reparte avec la mission de fabriquer vraiment un argumentaire, ce qui aujourd'hui n'est pas souvent le cas. Et pour produire les argumentaires, je dirais que là, pour le coup, dans l'équipe STIP, ils essayent de produire des modèles qui permettent aux élus d'argumenter sur ces enjeux de mobilité, d'argumenter sur les enjeux énergétiques, sur les enjeux de déchets. Et je pense que ça pourrait être utile de rentrer en lien pour pouvoir dire pourquoi telle ou telle chose est pertinente ou pas, sachant que ces outils sont disponibles aussi bien pour les élus que pour les associations. Et donc, c'est en argumentant avec des représentations qui peuvent être communes qu'il y a la possibilité de trouver un conflit utile et constructif, il me semble. C'est-à-dire qu'il y a les émotions du désaccord, et ensuite, il y a l'élaboration. Il faut quand même que les arguments soient vraiment, vraiment nourris. Et aujourd'hui, je trouve que souvent, les argumentations sont faibles ou un peu tendancieuses. On cache ce qui gêne. Donc, aussi bien d'un côté que de l'autre, d'ailleurs, quand il s'agit de politique locale sur la mobilité, les arguments sont souvent liés beaucoup à des affichages plus qu'à la question vraiment centrale de quel gain énergétique, quel gain de mobilité, quel rapport entre ce qui est profitable et ce qui est néfaste. Ça, c'est vraiment difficile à se mettre d'accord dessus, mais parce que les arguments sont faibles. Alors, c'est l'équipe STIP de l'INREA à Grenoble. Vous écrivez au directeur de l'équipe qui s'appelle Peter Sturm. Je vais mettre le truc dans le chat. Oui. Et il vous expliquera, parce que moi je ne sais pas bien, mais je sais que sur la mobilité, il y a un outil qui est sorti, qui est pas mal, qui est très simple, sur si on augmente le transport en commun, si on augmente la voiture électrique, si on fait baisser le stock de voitures, comment les choses bougent les unes par rapport aux autres en fonction d'externalités qui ne sont souvent pas prises en compte, qui sont la question de l'eau et la question du cuivre pour fabriquer les batteries électriques, par exemple. Et comment, en fait, du coup, des solutions qui paraissent être les bonnes pour, par exemple, un public qui ne serait pas averti sur le rôle de la voiture électrique, ça permet de voir que non, ce n'est pas une bonne solution, qu'il va quand même falloir décroître en termes de mobilité individuelle et augmenter la part collective. Donc, ça, c'est un petit modèle tout simple, mais moi, je l'ai trouvé extrêmement épatant pour argumenter. Il y a Aurélie Corbino, vous voulez prendre la parole? Oui, moi, je voulais vous parler sur la question du conflit aussi. Dans l'exemple que j'ai entendu de la part de l'élu, j'ai moi-même été élu local sur le mandat précédent et je me suis rendu compte que s'il y avait, avant mon mandat, il n'y avait eu aucun espace d'expression proposé aux habitants, ce qui fait que quand on a démarré le mandat, il y avait une énorme frustration
et un besoin énorme de s'exprimer. Et du coup, c'était très, très conflictuel, mais même là, dans un conflit qui en venait aux mains. Enfin, ça allait très, très loin. C'était lors de la violence entre groupes locaux, mais parce que il n'y avait pas eu d'espace d'expression au préalable sur le mandat précédent. Le maire avait juste respecté la réglementation avec le PLU en mettant en place une concertation PLU. Et il y avait, comme il n'y avait pas eu d'espace d'expression, tout était extrêmement... voilà, les gens avaient tout ça à l'intérieur, mais quand il a fallu l'exprimer, ben, c'est tout de suite parti de manière extrêmement violente jusqu'au physique. Et je me suis rendu compte de la nécessité d'avoir des espaces de conflit d'idées qui soient variés pour qu'on puisse au fil du temps faire redescendre en fait justement cette agressivité. Et au bout de 3 ans, en fait, on est arrivé à un niveau qui était un niveau d'échange où les gens échangeaient de manière assertive, sans en venir aux mains, en étant plus dans l'agressivité. Et ça a nécessité en fait une régularité du conflit d'idées et des espaces multiples pour pouvoir permettre ces conflits d'idées. Voilà, c'était juste un petit retour. J'entendais là sur cette réunion sur la mobilité, ils sont tous arrivés avec leur besoin voilà, d'exprimer des choses. Et la question voilà, peut être aussi, est-ce qu'il y a d'autres espaces de conflit d'idées qui sont ouverts ou est-ce qu'il n'y en a qu'un seul? Et à ce moment-là, on concentre tout à cet endroit-là parce que c'est le seul espace d'expression. Merci. Ça t'évoque quelque chose, Sophie? Je voyais que tu prenais des notes. Oui, ça m'évoque la question constante de quel langage. Et à un moment donné, dans la période révolutionnaire, vous savez, il y a le père Duchesne qui utilise tout le temps foutre. Et il y a des gens qui aussi s'insultent, etc., dans les sociétés populaires. Et donc, Saint-Just affirme que il faut utiliser un langage policé sans fadeur. Alors, donc, c'est toute la question de la régulation, justement. C'est-à-dire qu'il faut avoir une idée de ce qui met le feu aux poudres et en même temps ne pas devenir sans expressivité aucune, quoi. Alors, en ce qui concerne l'expression qui serait offerte d'un seul coup, effectivement, il y a un moment où s'il n'y a pas de lieu de médiation, de catharsis des passions par des représentations, etc., c'est très difficile. Ça va être un espèce de gros bloc. C'est comme si on a un barrage qui lâche, la retenue d'eau, elle va être beaucoup plus violente que s'il y a juste des passages d'eau possibles. Donc, on est toujours dans la même question de comment la retenue du débat démocratique rend de plus en plus compliquée la possibilité du conflit démocratique. Et donc, peut-être que quand il n'y a jamais eu de débat, il va falloir produire des conditions effectivement graduelles de revenir à un débat démocratique par des procédures de réparation, des procédures culturelles. Tout à l'heure, j'ai évoqué les fêtes, mais il y a aussi, je ne sais plus si j'ai évoqué du théâtre ou des chorales ou je ne sais pas trop quoi. Mais en tout cas, il y a besoin d'articuler les débats à des moments qui sont des moments apaisants de toute façon. Et donc, on peut tout à fait prévoir que c'est après un jour où tout le monde était vraiment content que les débats les plus difficiles ont lieu. Je vous propose qu'on prenne encore 2 interventions s'il y en a, parce qu'il est 16 heures. J'avais vu la main levée de Karine Vallon. Est-ce qu'elle souhaite toujours prendre la parole? Pas des fausses alertes. Est-ce qu'une dernière personne a envie soit de partager une situation, soit de poser une question pour clôturer cet échange? Juste, il me vient une chose, il nous faudrait des arènes de débat. Oui, absolument, des lieux du politique. Oui, tout à fait. Ouais. On a perdu tous ces lieux qui existaient pendant la période révolutionnaire et qui étaient quand même des lieux en fait du clergé, hein, des lieux d'église, toutes sortes de lieux qui ont été réquisitionnés pour ça. Mais en fait,
Pendant très longtemps, ça a été les préaux d'école. Et sous prétexte de sécurité, on a été privé des préaux d'école. Et du coup, on n'a plus rien. Et donc, ça, c'est un vrai problème. Donc, soit il faut considérer qu'il faut payer effectivement un peu de sécurisation des préaux d'école, soit il faut créer des lieux, ce qui est encore plus compliqué, à mon avis. Mais il y a quelque chose qui ne va vraiment pas dans cette absence de lieu du politique. Pardon, Pierre-Yves, vas-y. Non, je disais qu'a-t-elle à lever la main toujours. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Oui, je veux bien. Alors après, j'ai déjà pris la parole, mais deux choses rapidement. Enfin, je suis sensible à cette question de l'argumentaire, parce que dans la dernière situation de conflit que j'ai vécue sur un projet de rue, effectivement, l'argument était faible de notre côté, du côté municipalité. Et donc ça, c'est un argument qui me paraît intéressant. Et j'ai vécu cette semaine-là, personnellement, une expérience intéressante. Bon, moi, j'aime bien les outils de type intelligence collective. Voilà. On va mettre du post-it. Et je suis allée, moi, en tant que participante, à une réunion du Conseil national de la refondation sur la question de la biodiversité. Et je n'arrivais pas avec un état d'esprit extrêmement positif et pas tellement avec l'esprit à vouloir contribuer, mais plutôt à revendiquer. Et j'ai été extrêmement frustrée par la méthodologie d'atelier. Et ça m'a amusée de me voir agir et réagir dans ces contextes-là. C'est-à-dire que moi, je venais pour revendiquer, je ne venais pas pour contribuer. Et donc, je n'ai pas contribué. Voilà. Et donc, c'est intéressant de se voir aussi agir quand on est dans une situation de non-confiance par rapport à l'institution organisatrice. Et donc, il faut se mettre, quand on est élu, bien se projeter en parallèle sur ce que peuvent ressentir les gens qui vont participer à nos machins. Voilà. Ouais. Je peux juste rebondir là-dessus sur le. Moi, j'ai fait le conseil de refondation versus santé. Je suis arrivée dans un état d'esprit où je me suis dit, à l'inverse, je me suis dit, je vais travailler. Donc, je me suis inscrite toute la journée. J'ai travaillé toute la matinée et il y avait une restitution l'après-midi. Alors là, je n'étais pas au travail, j'étais dans un cadre associatif de comité de défense de l'hôpital à côté duquel j'habite. Et l'après-midi, par contre, j'ai fait une intervention d'abord de restitution et après, j'ai fait une intervention extrêmement politique pour le compte de mon comité de défense. Donc, moi, j'ai tout fait le même jour, en fait. Je pense que c'est possible. Je ne sais pas comment ça a été perçu, peut-être pas très bien, j'en sais rien au final. Mais en tout cas, moi, je me suis payé le luxe de tout faire ce jour-là. Voilà. En tout cas, il y a un mot qui a été prononcé, qui est le mot confiance. Ça sera le mot de la fin. Et c'est vraiment la question du point d'aboutissement. C'est-à-dire qu'on part nécessairement dans une situation de conflit, d'une situation relativement défiante, même entre amis. Est-ce qu'on va pouvoir rester amis? C'est une vraie question, y compris dans les institutions républicaines de Saint-Just. Donc, est-ce qu'on va pouvoir rester amis? Et le but, à la fin, c'est de rester amis et d'avoir rétabli la confiance. Mais c'est en ayant élaboré le conflit, c'est pas en l'ayant laissé grossir par des digues qui accumulent les désarrois. Voilà. Merci beaucoup pour ce partage de questions et pour ton intervention, Sophie. Ça nous donne voilà, une première matière importante pour continuer notre chantier. Pierre-Yves, est-ce que tu veux transmettre plus précisément nos 2 prochains rendez-vous? Oui, juste un petit mot effectivement pour vous dire que je vais essayer de... Ça marche pas. Bon, écoutez, c'est pas très grave. Oui, nous avons deux nouveaux webinaires qui sont programmés. Le mercredi 3 mai 2023, ce sera le géographe Patrice Mellet qui viendra nous parler de la présence et des effets des conflits dans les territoires. Le jeudi 8 juin, c'est un géopolitologue qui est Philippe Subra, qui viendra nous parler un petit peu de géopolitique des conflits d'aménagement. Donc, tous les deux nous parleront de situations contemporaines et territorialement situées. Voilà.
Et on va fonctionner de la même façon. L'objectif, c'est de pouvoir les interroger. On va leur demander évidemment une intervention initiale, mais l'objectif, c'est bien évidemment de pouvoir les questionner et confronter un petit peu les situations vécues par les participants aux éclairages de ces spécialistes. Voilà. On vous invite à vous inscrire, ceux qui ne l'ont pas encore fait, à ces prochains webinaires hein, sur notre site. Et puis, évidemment, on vous transmettra, puis si vous êtes inscrit, ça vous permettra d'être informé de la mise en ligne du compte-rendu et du replay de ce webinaire. Merci beaucoup pour votre présence et pour ces échanges collectifs. Et merci beaucoup, Sophie. Merci à vous. C'était, comme je disais, joyeux d'être avec vous. Bonne fin de journée à toutes et tous.